pouvez-vous nous expliquer l'impact de la pandémie sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire et sur les économies locales? Il faut reconnaître que c'est la catastrophe. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est vrai, on dirait que c'est les activités réalisées par les ONG, les associations, donc la société civile, mais également les organisations professionnelles. Vous avez la chambre des métiers, vous avez des coopératives, vous avez des groupements d'intérêt économique, tout ça, mais toutes ces structures-là sont quasiment mortes. Voyez-vous, nos artisans, les gens sont plus axés aujourd'hui sur les besoins primaires. Comment j'ai fait pour résister? Comment j'ai fait pour réaliser pardon, ma survie? Je dois vivre au jour le jour. Étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources, je n'ai pas le temps de m'acheter une chaussure, je n'ai pas le temps de m'acheter des habits, je n'ai pas le temps. Tout, vraiment, il y a des choses qui sont mises en berne. Donc ça agit forcément sur les activités non seulement du secteur informel, mais également de ceux qui mènent les activités telles que les artisans, ainsi de suite. Donc, les opérateurs économiques, ce que nous appelons organisations professionnelles là, ont pris forcément un coup. Les petits commerces ont pris un coup. Je peux citer par exemple ceux qui sont dans le secteur de la restauration, ceux qui sont dans le secteur des ventes d'habits, ainsi de suite, les petits commerces, la friperie, tout ça. Mais ce n'est plus la priorité pour la population. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes. Et donc, ça agit forcément, non seulement sur l'économie locale, mais également l'économie nationale. C'est le secteur qui nous inquiète, puisque c'est ça notre cible. Quand ces petits secteurs ne fonctionnent pas, ça agit forcément sur l'économie au plan local. Même la collectivité, aujourd'hui, rencontre de grandes difficultés. Nous le soutien de l'État, aujourd'hui, beaucoup de collectivités allaient avoir des difficultés de fonctionnement. L'État fait des efforts, puisque les patents ne sont plus payés à la hauteur qu'on aurait voulu. Donc, ça agit forcément sur le recouvrement. Donc, vous avez les collectivités qui vont difficilement pouvoir réaliser leur projet. Qui vont difficilement pouvoir même payer les salaires des agents. Donc, vous comprenez, c'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire, c'est grâce à la caisse de l'État que les collectivités tiennent aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment important et l'État est à féliciter. C'est pourquoi il faut que, à ce niveau-là, il y ait une réorganisation. Tout à l'heure, on va en parler. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu un coup dur sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Surtout qu'on a. Ce qui a plus aggravé la situation, c'est lorsque le Grand Abidjan a été fermé. Les commerçants ne sortent plus d'Abidjan. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Ça fait que forcément, tous les secteurs qui sont concernés directement par le secteur du transport prennent un coup. Tous les secteurs qui sont concernés par l'agro-pastoral prennent un coup. Ainsi de suite. Parce que quels que soient les efforts qu'on fera, on ne pourra pas compenser certaines choses. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant l'impact sur l'économie sociale solidaire et les économies locales. Quel est le rôle joué par l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre la pandémie et quel rôle pourrait-elle jouer dans la reconstruction sociale et économique? Merci encore une fois. Je crois que l'économie sociale et solidaire fait déjà des efforts au plan national et international. Voyez-vous, on ne peut rien faire sans les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans un projet de solidarité. Parce que ce qui est recommandé en ces temps-ci, c'est la solidarité agissante. Peut-on travailler sans les ONG? Peut-on travailler sans les organisations professionnelles? Peut-on travailler sans les groupes communautaires? Peut-on travailler sans les comités de quartier? Ce n'est pas possible. Donc, partout où vous irez, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ce sont ces structures-là qui aident l'État à faire le travail sur le terrain, mais dans un dispositif bien précis. Il faut un dispositif clair. On est face à une pandémie, voilà le dispositif qu'on met en place. Et de manière naturelle, le dispositif fonctionne. Ailleurs, les gens ont développé des groupes de quartier qui font mener des actions solidaires. C'est des groupes qui sont ciblés dans les quartiers,
qui mènent de manière quotidienne des actions de solidarité, qui mènent de manière quotidienne des actions de sensibilisation. Vous comprenez? Et de manière permanente. Donc dans ces quartiers, les gens ont développé ce qu'on appelle les projets solidaires. Ça fait que ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas de courses obligatoires à faire ailleurs restent dans le quartier parce que les besoins sont dans les quartiers. Mais c'est les actions de solidarité qui imposent ça. On ne peut pas confiner forcément les gens quand ce n'est pas officiel. Quand ce n'est pas une décision gouvernementale, tu ne peux pas demander à des gens de rester à la maison. Mais c'est les actions de solidarité qui les emmènent à rester sur place parce qu'il y a des choses qui se font sur place et les besoins prioritaires sont pris en compte sur place. Comme ça, ils ne sortent pas forcément des quartiers. Vous voyez? Mais ces actions de solidarité ne peuvent être réalisées que par ce groupement-là. Vous voyez? Parce que c'est aussi du bénévolat qu'il faut mettre en avant. Et le bénévolat fait partie des actions de solidarité et donc de l'économie sociale et solidaire. Vous avez des projets solidaires également qu'on peut développer, tels que la restauration solidaire, les cafés solidaires, c'est des choses qui se développent dans certains pays également. Vous voyez? Mais c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui le font. Il faut que nous, à ce niveau-là, on ait le courage de le faire. Et on a le courage de le faire, mais également, il faut que l'État appuie ce genre d'action. Ça ne peut pas se faire de manière spontanée. Il faut que ça soit inscrit dans un dispositif d'accompagnement. Il y a deux dispositifs qui peuvent être faits de manière concomitante. Vous avez le dispositif de prise en charge des personnes vulnérables, mais vous avez aussi le dispositif d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être long, mais ces deux dispositifs-là peuvent être mis en place pour accompagner la lutte contre la pandémie dans nos quartiers, dans nos localités, dans nos communautés. Voilà. Vous, en tant qu'un expert de l'économie sociale et solidaire, quels sont vos projets et comment comptez-vous les mettre en pratique? Nos projets, il y en a de plusieurs autres. Mais on est en train de les inscrire dans un projet commun au plan africain et au plan international. Parce qu'on se dit, c'est vrai qu'il y a la solidarité au plan local, mais également il y a la solidarité internationale. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, vous avez le réseau africain de l'économie sociale et solidaire qui est en train de réfléchir à la mise en œuvre, à l'élaboration d'abord d'un projet conjoint sur près de 24 pays. Vous avez également le réseau marocain de l'économie sociale et solidaire qui est membre du réseau africain qui est en train de travailler sur un tel projet au niveau continental. Donc pour vous dire qu'il y a des choses qui se font à l'international. Parce que je le dis toujours, aucun pays ne peut prendre en charge tous les besoins des populations dans le cadre de ce genre de projets. Donc c'est dans le développement partenarial qu'on va développer les projets. Et les partenaires aujourd'hui sont prêts dans le cadre de la reconstruction économique après pandémie. On reconstruit l'économie comment? Parce que la priorité aujourd'hui, c'est comment prendre en charge le secteur informel. Si le secteur informel redémarre vite, on pourra juguler la pauvreté. On pourra maîtriser la paupérisation de la population qui a démarré en cette période-là. Si la paupérisation n'est pas maîtrisée, ça peut aller jusqu'à la révolte des populations. On voit ça déjà dans certains pays. Donc il faut que cette paupérisation soit stabilisée, juste après la pandémie. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. C'est pourquoi nous réfléchissons à des projets de masse. Quels sont les projets qui peuvent agir sur un grand nombre de la population? Je ne vais pas les révéler maintenant parce que c'est avec certains partenaires qu'on le fait. Il y a des projets qu'on ne peut pas révéler aujourd'hui. Mais ils donnent une vue globale de ce qui est en train d'être fait au plan national et international. Au plan national, on est en train de construire un dispositif. Vous avez des organisations qui sont avec nous, qui sont déjà en train de travailler. Certaines collectivités sont intéressées par le projet. Mais nous, les acteurs, nous, les professionnels de l'économie sociale solidaire, là, on est en train de travailler vraiment sur un projet qu'on va proposer aux autorités avant la fin de la pandémie, pour qu'après la période de pandémie, que l'économie au plan local puisse être lancée. On ne peut pas maîtriser la macroéconomie. Il y a des choses qui vont être faites par l'État. Ça, ce n'est pas notre objectif premier. Ça, et puis la Côte d'Ivoire a des potentialités qui peuvent maîtriser ce secteur. Mais pour le secteur informel, pour l'économie locale, l'économie des territoires, il faut que ce soit ces acteurs-là qui proposent leurs projets selon les besoins de leur territoire.
Parce que chaque localité a ses réalités, chaque pays a ses réalités, a ses potentialités, ainsi de suite. Il faut que chacun de ces territoires-là, chaque acteur de ces territoires puisse dire voilà mon projet. Ça va nous permettre de mettre en place un dispositif qui va prendre en compte tous les besoins de cette population et puis qu'ensemble on ait une vision qui nous permette de faire le plaidoyer. On ne peut pas faire le plaidoyer sans vision. C'est cette vision qui va dégager les grands axes et ainsi de suite pour que toute cette économie locale-là, il n'y a pas de cette économie locale, c'est vrai que chacun a ses réalités, mais une économie locale c'est valable pour tous les pays. Chacun ses réalités, chacun ses potentialités, mais une vision globale est possible. Voilà. Comme on tient un peu vers la fin, et quels sont vos mots de fin? Ce que je voudrais dire, je reviens encore une fois pour féliciter nos autorités qui font beaucoup d'efforts dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Parce que plus de 1700 milliards dégagés pour la riposte, c'est déjà quelque chose de très colossal. On ne s'y attendait pas. Je crois que c'est beaucoup de sacrifices pour l'État de Côte d'Ivoire. Ceci dit, il faut qu'on soit tous solidaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solidarité autour du gouvernement. Vous avez certaines structures, entreprises comme acteurs de la société civile et autres qui font beaucoup d'efforts dans le cadre de cette riposte-là. Voilà. Mais il faut que la population accompagne ces structures. Il faut que la population accompagne l'État dans le processus. Voyez-vous, quels que soient les efforts que l'État fera, si les populations ne respectent pas les gestes barrières, si les populations elles-mêmes ne se disent pas que malgré ce que l'État fera, si nous ne faisons rien, c'est nous qui allons en pâtir. Vous voyez, je reviens pour dire, il est vraiment regrettable quand vous allez dans les quartiers, que les gens se disent, jusqu'à présent certains se disent que la pandémie, la maladie, là, c'est une farce. Mais c'est grave. C'est grave. Donc il faut que la population elle-même prenne à bras le corps cette riposte. Sinon, tout ce que l'État fera tombera à l'eau. Mais on va demander aussi à l'État, tous, autant que nous sommes, pouvons faire des propositions à l'État. C'est pourquoi je dis toujours, il faut qu'on soit des forces de proposition et d'action citoyenne. Il faut qu'on soit des forces de proposition et d'action citoyenne. C'est ce rôle-là que j'essaie de jouer aujourd'hui à travers cette intervention, parce que je me dis que personne ne doit mourir avec ses idées. Personne ne doit mourir avec sa vision. Il faut avoir des comportements constructifs. Si on se met dans cette peau-là, on va beaucoup aider le gouvernement qui fait des efforts. Parce que l'argent seul ne peut pas régler le problème. C'est l'homme qui utilise l'argent. C'est l'homme qui réalise les projets de l'État. Donc si l'État dégage ses milliards, les ministres essaient de faire ce qu'ils peuvent et que les populations ne les accompagnent pas, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de critiquer. On peut critiquer les actions du gouvernement. Ça, dans aucun pays au monde, même dans les plus grandes dictatures, il y a des personnes qui critiquent. On ne dit pas de ne pas critiquer. Mais menons des actions de solidarité, menons des actions de grande citoyenneté. Il faut qu'on soit respectueux des dispositions prises par l'État, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, pour ne pas que tout ce qui est fait là soit vraiment vain. Qu'on se dise qu'on ne doit pas être un danger pour son voisin. Parce que ne pas respecter les gestes barrières, c'est être un danger pour son voisin, sans qu'on le sache. Voyez-vous? Donc je pense, mais il faut que l'État, à ce niveau-là aussi, sache qu'il est de son devoir de prendre une disposition pour que les gens respectent les gestes barrières. Si dans la rue, les gens ne respectent pas les gestes barrières, c'est à l'État de leur dire non. Si vous ne respectez pas les gestes barrières, nous on va sévir. Parce que on met les gens en prison pour 10 000 francs aujourd'hui, pour 15 000 francs, souvent pour 5 000. Mais celui qui a volé 5 000 n'est pas plus dangereux que celui qui propage la maladie. Il faut qu'on soit clair. Il faut que les gens acceptent. Il y a la sensibilisation qui doit se faire, la sensibilisation à outrance. Ça se fait déjà même, je veux dire. Mais il faut que l'État prenne des dispositions pour imposer ces gestes barrières-là. Sinon, les milliards qui dégagent seraient vraiment inutiles. Je ne sais pas si certaines dispositions doivent revenir, parce que vu l'évolution de la maladie, l'État doit pouvoir prendre d'autres dispositions. Je suis d'accord qu'on va peut-être en souffrir, mais vraiment c'est inquiétant. Et ça c'est pareil pour tous les pays, surtout en Afrique. C'est pareil pour tous les pays en Amérique, ainsi de suite. Voilà les situations dont on doit pouvoir réfléchir et prendre des dispositions. Voilà. Ok, donc vraiment, merci beaucoup.
Merci à vous aussi, parce que je tiens à vous féliciter et je crois que je dois pouvoir le préciser. Vous êtes une start-up qui essaie d'amorcer son évolution depuis plusieurs années. Je vois que notre devoir aujourd'hui, c'est de vous faire confiance et de vous permettre de vous exprimer pour que les gens comprennent que, surtout à Bobo, qu'il y a des gens qui prennent des initiatives, qui ont besoin qu'on les soutienne. Et c'est votre cas. Encore une fois, mes félicitations. Je demande à tous ceux qui ont la possibilité de venir vous accompagner dans ce projet que j'estime très noble. Merci beaucoup. Félicitations à Vision Africa. Merci.